peut continuer. Ah ben voilà, vous avez vu, c'était bien fait. Amélie, c'est à toi de continuer, je crois. Moi, j'avais un texte, hein, Oui? t'as bouleversé le texte là. Non. J'avais dit que c'était impossible de traiter toutes les tensions qu'il y avait dans le Front populaire. Et après, c'est à Ok. toi. Alors, moi, je vais lire la petite partie du texte que m'a écrit Jean-Claude et que je n'ai pas eu le temps d'apprendre par cœur. Ah ben, faut pas Donc, l'apprendre par c'était cœur. notre objectif, c'est d'examiner en quoi la participation citoyenne et même l'auto-organisation citoyenne peut jouer un rôle facilitateur, un rapport de force pour une dynamique unitaire. Cette dimension citoyenne prend des formes très différentes selon la taille des villes. C'est ce que disait Jean-Claude à l'instant. Selon qu'elles associent partis politiques et groupements citoyens, il y a même parfois des assemblées dans lesquelles les partis sont présents, mais englobés dans la logique commune. Mais la logique citoyenne n'est pas non plus une clé magique qui ouvre toutes les portes. Cela se vérifie d'ailleurs dans nos collectifs NFP très diversifiés. OK. Donc, quelques mots sur l'organisation de la soirée. Donc, il y a les divers intervenants prendront la parole les uns après les autres. Pierre Sauvêtre, qui inaugurera la soirée, sociologue, aura entre 8 et 10 minutes à peu près. Et ensuite, les autres intervenants auront 6 7 minutes. J'espère que Bernard Prieur nous rejoindra en cours de route. Et après, il y aura une discussion, évidemment, avec des questions et des interventions de débat. Voilà. Donc, la soirée, donc, le débat est enregistré. Alors, je vais présenter le premier intervenant, Pierre Sauvêtre, qui est là, maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Et ses travaux portent sur le néolibéralisme, mais pour ce qui nous concerne ce soir, l'histoire des communes, le communalisme et l'écologie politique. Il a également écrit plusieurs livres, mais dont un qu'il faut quand même signaler sur le philosophe états-unien Murray Bookchin, qui s'appelle Murray Bookchin ou l'objectif communocène, écologie sociale et libération planétaire. C'est pas de ça dont on va parler vraiment ce soir, hein, on en avait convenu parce que ça mériterait une visioconférence à lui tout seul. Mais c'est important de signaler quand même ton bouquin là-dessus. Et voilà, tu as la parole. Merci d'être venu, Pierre. Donc je répète, hein, Et vous fermez vos micros, les autres. merci beaucoup, merci de m'avoir invité à cette réunion. J'espère pouvoir vous apporter quelque chose, même si vous connaissez peut-être déjà les choses que je vais dire. Euh, je vais essayer d'être synthétique. D'abord, je vais aborder deux points de vue, en fait, brièvement, le point de vue de la théorie politique, et puis ensuite, je vais faire quelques remarques sociologiques donc sur les expériences citoyennes dans le cadre des élections municipales. Je dirais que du point de vue de la théorie politique, il y a un peu deux concepts, il me semble, qui, euh, qui sont discutés autour de ces expériences. D'abord, celui de néo-municipalisme. C'est l'idée c'est l'idée d'un mouvement citoyen à l'échelle locale qui construit une plateforme citoyenne et qui s'engage dans les élections municipales dans le but de produire des politiques sociales plus égalitaires à l'échelle locale. Le municipalisme, l'autre concept, ce sera le communalisme. Les deux hein, sont des mouvements qui tentent de remédier à la crise de la représentation. Euh, il y a une crise de la représentation, il y a aussi une crise des partis politiques. Donc ces deux mouvements sont liés à ça. Et le municipalisme tente d'y remédier par une nouvelle éthique de la représentation. Il s'agit
faire une représentation politique plus démocratique, plus proche des habitants. Il y a une critique de la professionnalisation de la politique dans le municipalisme. Et ces plateformes citoyennes, elles peuvent inclure ou non des partis politiques, à la condition que ces partis s'engagent dans cette nouvelle éthique démocratique de la représentation. Vous l'avez dit, et c'est pour ça que c'est difficile de, évidemment, en si peu de temps, de traiter la question, c'est qu'il y a une grande diversité, hein, de ces, même pour ce qui est du municipalisme, il y a une grande diversité des expériences. Pour ce qui est de la France, ce qui est le plus important dans ces expériences, ce sont ce qu'on appelle les listes citoyennes participatives. Et effectivement, vous l'avez dit, Jean-Claude, au départ, il y en a eu, il y en avait quelques dizaines aux élections municipales de 2014 qui se sont présentées. Et alors que aux élections de 2020, c'était beaucoup plus important, on en a dénombré 600. Bon, il y a en particulier une association qui s'appelle Fréquence Commune qui essaye de porter et de coordonner ces listes. Et j'indique simplement le fait ils ont publié récemment sur leur site un rapport assez complet qui porte pas simplement sur ces candidatures, mais en fait sur les listes citoyennes participatives qui ont été élues. Il y en a à peu près 60 qui ont remporté les élections en 2020, donc avec des communes de taille très variable. Et le rapport étudie ce qu'elles ont fait, ces communes. Bon, ce néo-municipalisme à la française, certains chercheurs, bon, moi je suis assez d'accord avec cette vision, appellent ça un municipalisme faible, euh, parce que c'est un municipalisme, ce sont des mouvements qui insistent beaucoup sur la dimension de la participation essentiellement, davantage que ce sont des mouvements qui ne portent une transformation sociale, une transformation des politiques sociales véritablement. Donc, voilà, ces expériences ont peut-être du mal à porter une transformation des rapports sociaux dans un sens égalitaire. Bon, ensuite, mais là je vais vite, il y a ce qu'on appelle ce qu'on appelle le communalisme. Ça va être sans doute être moins l'objet, je pense, de la discussion ce soir, parce que c'est quelque chose qui dans son concept, en tout cas, vient de la Commune de Paris de 1871. C'est une tradition davantage révolutionnaire. C'est pas nécessairement lié aux élections municipales, c'est la construction d'assemblées populaires communales, voilà, qui vont pas recouper nécessairement les municipalités officielles. C'est la coordination de ces assemblées et la conduite d'une action conflictuelle pour remplacer le régime représentatif par un régime d'autogouvernement populaire. Donc, avec le concept de communalisme, si vous voulez, il y a une critique beaucoup plus radicale, qui n'est pas seulement une critique de la professionnalisation de la politique, mais qui est une critique du régime représentatif en tant que tel. Voilà, qui a été effectivement reprise ensuite dans les années 70 par ce théoricien américain Murray Bookchin. Voilà. Et chez Bookchin, il y a dans la stratégie, il y a quand même l'idée que le mouvement communaliste peut participer à une élection municipale. Et dans ce cas-là, ce qui permet d'identifier le communalisme et de le différencier du municipalisme au niveau des pratiques, c'est le fait que pour les communalistes, il s'agit en fait de remplacer le conseil municipal par une assemblée populaire communale et à faire en sorte finalement que même si on reste dans le cadre légal de la municipalité, à supposer qu'on remporte les élections, toutes les décisions du maire vont devenir en fait des mandats impératifs de l'Assemblée communale.
Donc on va être dans un modèle plus de démocratie directe, alors que on n'est pas dans de la démocratie directe dans le cadre du néo-municipalisme. Bon, voilà. Donc, et là, on peut, voilà, je citerai simplement une toute petite commune du nord de la France qui s'appelle Ménil-la-Horgne, qui a été pas mal influencée par les Gilets jaunes. Eh bien, il y a un mouvement là-bas dans cette petite commune qui, depuis 2020, essaye de prendre des décisions de cette manière-là en démocratie directe. Euh, Ensuite, j'ai déjà parlé combien de temps? Je vais essayer d'être très rapide Non, tu as parlé 8 minutes là. Il y a encore un peu de temps. encore un peu de temps. Alors, Oui, oui. je voulais juste faire quelques remarques autour de quelques enjeux qui me semblent assez importants dans ces expériences. Euh, il y en a quatre. D'abord, les mouvements sociaux, l'enjeu des mouvements sociaux, avec simplement cette remarque, évidemment que plus les mouvements sociaux sont importants, les mouvements sociaux ont été importants dans la période récente à l'échelle locale, plus ce genre de mouvements vont être porteurs. Hein, bon, il y a le cas qui a été assez inspirant du municipalisme espagnol, du néo-municipalisme espagnol autour des années 2015, voilà, avec des villes importantes comme Barcelone, Madrid, et dans certains secteurs, des politiques sociales de transformation au niveau du logement, par exemple, de la gestion de l'eau. À Barcelone, des politiques ont pu être assez importantes et assez fortes au niveau des municipalités. Ça a été lié au fait que ces mouvements sont venus après des mouvements sociaux importants. Le deuxième enjeu, c'est celui des objectifs programmatiques, il me semble, avec là, je dirais, un peu une distinction entre euh, redistribution et participation, c'est-à-dire des expériences citoyennes qui vont avoir surtout des objectifs de participatif, de faire participer davantage les habitants, des personnes dites de la société civile non encartées, comme vous le disiez, et puis des expériences avec des programmes qui vont être davantage tournés vers la redistribution sociale. Bon. Et à mon avis, ça fait une différence dans ces expériences. Après, il y a un autre enjeu, qui est un troisième enjeu qui est important dans ces mouvements municipalistes, c'est l'enjeu des partis politiques. Parce que euh, il va y avoir effectivement des expériences où ça va être des mouvements citoyens sans parti politique, d'autres, ça va être des mouvements citoyens qui vont en fait être impulsés par des partis politiques, et donc de ce point de vue-là, qui vont pas beaucoup être différents finalement de la politique partisane classique. Et puis d'autres mouvements qui vont être un peu entre les deux, où effectivement, ça a été dit en introduction, voilà, les Espagnols, eux, ils ont appelé ça, par exemple, à Barcelone, la confluence, c'est-à-dire que finalement, les membres encartés des partis politiques habitués à la scène politique locale s'intégraient finalement à des mouvements citoyens en se délestant de leur étiquette partisane, en intégrant finalement le mouvement citoyen et en cessant de candidater au nom de leur parti. Et donc, voilà, l'influence des partis politiques, eh bien, et leur poids finalement dans l'expérience citoyenne va avoir des effets, bien évidemment. Et bon, certains estiment que finalement, plus les partis politiques ont un poids dans ces expériences citoyennes, et bien moins ces expériences vont être capables de renouveler les formes d'action politique, parce que les partis vont avoir tendance finalement à retrouver leurs réflexes assez, assez classique. Euh, et donc le dernier enjeu, Ouais, bon, on va à la conclusion. le dernier enjeu, la conclusion, c'est le modèle du pouvoir. Bon, c'est lié à la distinction entre néomunicipalisme et communalisme. Plus la conception du pouvoir va être démocratique,
plus le contexte sera susceptible de produire des effets d'égalité politique. Hein, si on a une vision très démocratique avec l'idée que on va mettre en place des assemblées populaires communales où tout le monde aura un pouvoir de décision, eh bien, on se donne peut-être davantage les moyens de produire des effets réellement démocratiques. Voilà. Donc la conception, voilà, est-ce que ces mouvements visent à réellement à restituer le pouvoir au peuple, qui aurait un pouvoir de décision directe, ou bien est-ce qu'on reste dans un schéma représentatif plus classique? Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup. Merci Pierre. Je comprends que tu aurais pu en parler encore pendant une bonne heure. Tu enchaînes. Ah, tu t'es pas présenté, Amélie, Amélie, donc Je Ah me oui, il présente. faut signaler qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Il y a JC Hardy, Roland Mérieux, Annie Gauthier, C. Roux, MH Fèbre. Il faut couper les micros, sinon il y a des bruits de fond. Il y a des bruits de fond. J'ai vu aussi que le copain qui a configuré ce lien Zoom est présent. Peut-être que lui, il peut les couper d'autorité. Mais je sais pas s'il m'entend. Donc, Amélie, bon, elle va parler. Annie Gauthier, Cérou. Ah, voilà, ça diminue. Il n'y en a plus que deux. Annie Gauthier et Cérou. Vas-y, Amélie, je te laisse Alors, poursuivre. je me présente un peu plus tard parce que de toute façon, je vais intervenir moi aussi, mais je vais présenter le deuxième intervenant surtout, qui est Renaud Cormand, militant marseillais et qui a participé au Printemps marseillais, qui a gagné en 2020, et ainsi qu'aux multiples expériences politiques et citoyennes de la ville et aujourd'hui dans les collectifs du NFP. Donc, vas-y, Renaud. Merci Amélie, je mets mon chronomètre pour essayer de ne pas dépasser les 6 minutes qui me sont offertes. Merci déjà de me laisser la possibilité de parler quelques minutes du printemps. Merci pour l'intro aussi. Je vais essayer de développer 2 points en réalité, d'expliquer la façon dont ils se sont en partie rejoints et qui recoupent sans doute l'introduction que tu as faite, Pierre, en partie au moins. En disant d'abord que le printemps marseillais, c'est davantage qu'une histoire, c'est plusieurs histoires et au moins 2 histoires sur lesquelles je vais revenir là. Même si aujourd'hui, on le voit dans la campagne qui est en train de se dessiner, il y a une tentative de se réapproprier pour certains l'histoire du printemps marseillais, l'héritage du printemps marseillais et de sa campagne, et dans une perspective très claire hein, de s'instituer comme les réels héritiers de cette campagne et de cette dynamique. Et on voit ça notamment, alors ça rend la discussion qu'on a ce soir et son thème encore un peu plus compliqué sans doute, notamment du côté de certains, certaines qui ont pu être élus au titre de citoyens et qui ont joué un jeu qui n'était pas nécessairement celui qui était attendu de leur part en tant que justement ne participant pas à des organisations politiques en tant que telles. Les 2 éléments d'histoire que je veux donner, c'est faire démarrer le printemps marseillais en 2018 par des événements dramatiques que tout le monde a en tête en ce qui concerne Marseille. C'est les effondrements de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018. Il y a 8 morts qui sont le symbole quoi, hein, de l'abandon des classes populaires à Marseille, de la ségrégation urbaine, de la précarité, notamment du point de vue du logement, qui est connu par des milliers, des dizaines de milliers d'habitants à Marseille. Et ça symbolise, pour dire très vite, la fin de 25 ans de règne de la droite marseillaise. Chacun a sans doute en tête la réflexion de Jean-Claude Gaudin, qui allait jusqu'à faire, donc qui était maire de Marseille, qui allait jusqu'à faire la une de l'actualité en parlant de la pluie comme étant la responsable de ces effondrements et l'ignorance de la droite du caractère absolument dramatique de cet événement-là a précipité la mise, le départ d'une campagne politique, citoyenne, militante pour une alternative à Marseille. Et cet événement, il a été fondateur en grande partie de ce qui a pu se passer ensuite. Il s'est matérialisé aussi après dans un événement qui s'est appelé les États généraux de Marseille et qui s'est déroulé en juin 2019, hein, qui a réuni des collectifs citoyens, des associations, des syndicalistes. euh,
qui se sont mobilisés, qui ont rédigé un manifeste pour une alternative à Marseille. Donc ça, c'est le premier élément de l'histoire auquel je voulais faire référence. Et le deuxième, c'est un élément qui s'inscrit plus classiquement dans le champ politique, c'est la publication dans Libération d'un appel qui s'appelait le Mouvement sans précédent et qui, lui, réunissait davantage des responsables d'organisations politiques, même si dans les signataires, il y avait là aussi des responsables syndicaux, des militants associatifs, des personnalités issues du monde de la culture. Et à la suite de ces deux événements-là, il y a eu la mise en route, le départ d'une campagne assez largement suivie par des militants euh, tout à fait extérieurs aux organisations politiques traditionnelles et qui sont regroupés autour de l'idée qu'il fallait une alternative à gauche à Marseille, mais qui sont restés quand même assez cloisonnés dans dans ces deux couloirs que je viens de citer. Il y a eu des tentatives de rencontres entre ces deux dynamiques, mais qui ont buté notamment sur la question de la constitution des listes. Et donc on n'a pas eu ce qu'on était beaucoup à espérer, c'est-à-dire la rencontre entre ce mouvement davantage encore citoyen, militant, associatif, etc., et puis l'autre mouvement qui était davantage inscrit dans les formes plus classiques de l'investissement politique partisan. Il n'empêche que ça a conduit à constituer le printemps marseillais avec quasiment l'ensemble de toute la gauche. Il n'y avait une fraction de la France insoumise qui en était absente. Et puis toute une dynamique qui a impliqué des militants qui se reconnaissaient dans les débuts du programme et puis dans cette idée d'unité de la gauche pour une alternative à Marseille. Et là, on a retrouvé, dès les premiers temps de la campagne, des syndicalistes, des associatifs, des militants non encartés, et qui, c'est sans doute une originalité sur laquelle il faudrait développer encore davantage, qui sont organisés par commissions thématiques. Et ces commissions thématiques, qui là regroupaient vraiment tout cet ensemble de militants-là, ces commissions, elles ont participé à écrire le programme. Il y avait une commission sur l'éducation, une commission sur la sécurité, une commission sur la culture, moi, etc. Une commission sur la santé qui a été celle qui a duré le plus longtemps, y compris pendant le mandat. Donc ces commissions, elles ont réuni tous ces militants avec des héritages divers qui ont travaillé ensemble pour un programme. Le deuxième niveau d'organisation collective large et pas seulement partisane, c'était l'organisation d'une instance qui avait pour fonction de valider les candidatures dans les listes. Et donc là, on avait encore une fois des militants de différents ancrages qui participaient à cette instance, qui a donc participé au moins à constituer les listes. Et cette campagne, alors là c'est vrai que c'est difficile à décrire en si peu de temps, mais cette campagne, elle a été vraiment très visible, très porteuse à Marseille, elle a impliqué des gens qui se croisaient depuis des dizaines d'années, mais sans militer ensemble dans un projet commun. Et il faut arriver à comprendre que ça a été une dynamique surprenante et assez remarquable dans la façon, y compris dont elle s'est organisée. Je vais très vite pour en arriver quasiment à la fin, ou à la fin provisoire en tout cas cette dynamique du printemps, et qui est une fin pour certains aspects, s'est révélée assez négative, décevante. En tout cas, encore une fois, sur certains aspects, je vais en donner d'autres tout de suite après. La fin provisoire, c'est notamment le changement de maire, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors, je ne sais pas si le camarade sociologue qui est là pourrait en dire plus sur ces événements-là, mais on a quand même eu une mairesse élue parce que n'appartenant plus à une organisation politique pouvant se revendiquer de la dynamique Printemps Marseillais, qui était Michel Rubirola, qui s'était mis en retrait de l'organisation Europe Écologie Les Verts, qui a été remplacé 6 mois plus tard par Benoît Payon, qui est un historique cadre du Parti socialiste, un historique opposant à Jean-Claude Gaudin, ce qui est tout à son honneur, mais qui transformait complètement la façon dont cette dynamique était incarnée au plus haut niveau de la mairie. L'autre niveau négatif, c'est une rupture assez nette entre les élus et puis la dynamique citoyenne qui les avait portés au pouvoir, et ça a été vrai y compris pour les élus qui eux-mêmes ne venaient pas d'organisation politique. Bon, les aspects qui restent très positifs, très bénéfiques et porteurs d'espoir pour la suite, ça a été le maintien des organisations citoyennes, donc à la fois où il y avait des militants politiques, mais de toutes les organisations, mais aussi des militants qui se reconnaissaient simplement dans le programme et qui voulaient le défendre. Ces organisations se sont maintenues sous forme associative et ont milité tout le long du mandat pour l'application du programme, y compris en se mobilisant parfois contre les décisions des élus. Ça a continué à exister, ça existe encore aujourd'hui. Et ces militants-là, toutes et tous sont largement investis dans le Front populaire, notamment au moment des législatives, et tentent maintenant de continuer à s'appuyer sur le même type de dynamique pour lancer ce qui s'appelle pour l'instant un front commun
pour Marseille, donc à la fois inscrit dans le NFP et puis qui revitalise les collectifs qui avaient permis la victoire de la campagne du printemps marseillais. Voilà, c'est difficile, je termine là, je pense que j'ai fait à peu près 6 minutes, peut-être un tout petit peu plus, pardon. Un peu Je plus. Ouais, désolé, donc je termine juste en disant, voilà, c'est toujours compliqué parce que là on est dedans et puis on est plus dans la suite que dans le regard rétrospectif, mais voilà, il y a des éléments, il n'y a pas toute la recette dans le printemps marseillais, mais il y a quelques ingrédients et peut-être aussi quelques ingrédients qu'il faut à tout prix éviter dans ce qu'on va tenter de mettre en place à partir de maintenant. Et la réserve citoyenne. Merci. Jean-Pierre, ce sera après que tu poseras les questions, Voilà. s'il te plaît. Mm. Bon, donc je donne maintenant la parole à Amélie Sifsi de Nice, qui a contribué à fonder le collectif NFP Nouveau Front Populaire de Nice, hein, c'est ce que tu m'as dit, et Nouveau Front Populaire qui milite pour une liste unitaire et citoyenne ou municipale. Donc elle va raconter l'expérience de Nice qui s'appelle Viva en 2020 et qui apparemment se prolonge également aujourd'hui. Donc à toi la parole, Amélie. Si j'ai oublié quelque chose pour te présenter, n'hésite pas. Et tu as un peu plus que 6 minutes finalement, sois tranquille. Oui, je vais quand même essayer de faire rapide et concis parce que j'ai noté pas mal de choses intéressantes. Alors, il faut savoir que moi, je suis membre de Viva également depuis 6 mois, mais je n'étais absolument pas là en 2020. Je vais donc vous raconter l'expérience qui m'a été partagée par les camarades de l'époque. Donc, Viva, c'est un rassemblement citoyen qui a été porté, enfin soutenu par des partis lors des élections municipales de 2020. Donc, le mouvement se construit en 2019 pour les élections de 2020 lors d'assemblées remue-ménage qu'on appelle à Nice les Bolega Bambanas et qui se perpétuent d'ailleurs encore aujourd'hui et qui s'appuient sur les témoignages des Niçois et des Niçois recueillis lors d'assemblées populaires. Donc, son programme va s'articuler autour de 3 notions fondamentales qui sont portées par la liste: démocratie, écologie et solidarité. Donc, je fais un point de contexte en 2019. L'idée de rassembler la gauche dans un climat de clivage entre les différents partis suite aux élections présidentielles de 2017. La gauche part assez divisée et d'ailleurs elle le sera aussi lors des européennes. Donc 1 an avant les municipales, il y a une rencontre qui est organisée à Nice avec les partis et les citoyens désireux de s'investir. À ce moment-là, les listes citoyennes ont le vent en poupe et donc se dégage l'idée d'une liste citoyenne soutenue par les partis. Le bilan Hollande ayant été catastrophique, il va y avoir un schisme au sein des personnes présentes, et notamment avec les partis. Et il se fera sur la question de la loi El Khomri, ainsi que sur le bilan du quinquennat Hollande. Donc les présents attestent qu'il n'est pas possible de faire l'union avec les personnes ayant supporté cette loi et le bilan du quinquennat Hollande, on va y arriver. Du coup, le PS se positionne en soutien à cette loi et au bilan Hollande. Donc, il décide de partir seul pour les municipales. Les partis restants, à ce moment-là, du coup, c'est le Parti communiste avec son secrétaire local Robert Inge, qui d'ailleurs fera partie de la liste. Les écologistes, anciennement les Verts, Génération, Ensemble et la France Insoumise. Donc des discussions vont s'engager sur le projet et ils cherchent une tête de liste qui soit hors parti et féminine. Donc il y a 2 personnalités qui sont proposées: Teresa Maffeis, qui est militante des droits de l'homme et fondatrice d'ADN à ce moment-là, et Mireille Damiano, qui est représentante du syndicat des migrants et avocate. C'est Mireille qui accepte, après le refus de Teresa, de se porter tête de liste. Mireille qui a un parcours exemplaire et qui s'impose de fait comme la figure de Viva. Un peu plus tard, Jean-Marc Governatori, qui est une ex-personnalité d'extrême droite, arrive et lui, il propose de monter une liste de l'écologie unitaire avec des petits partis comme les animalistes, etc. Mais sans aucune personnalité de gauche. Il propose de financer du coup l'intégralité de la campagne et ce qui va se passer, c'est que les Verts votent et décident de partir avec lui juste avant le dépôt des listes. Donc, la liste Viva, qui va bientôt porter son nom, sera déposée. Elle compte autour de 70 personnes, des citoyens, des ex-gilets jaunes, des représentants d'associations et les partis restants.
Le choix va être fait par tirage au sort. Alors, je vous donne juste les 10 premiers noms pour que vous ayez une idée voilà. Il y avait Mireille Damiano qui est avocate, Robert Inge, communiste, Anne-Laure Chintron de la France Insoumise, Hervé Andrès de Nice à vélo, Laurence Schiavarol, j'arrête pardon pas à prononcer bien son nom, d'Ensemble, Léo Lebrun de Génération, Rosie Le Cellier, qui était aide-soignante et syndicaliste, David Nakache, bénévole associatif et président de Tous Citoyens, Fafa Bouamama, gilet jaune, ancien gilet jaune, et Loïc Fortuit de l'AFI. Donc, il y a des ateliers qui se mettent en place. Le nom Viva est choisi, du niçois Viva qui dit vive. Une équipe d'une dizaine de personnes sera désignée à la communication. Donc, elle s'occupe de créer un site internet, une page Facebook, YouTube, et elles vont gérer l'organisation des événements en public. La campagne se lance dans les quartiers. La création d'assemblées populaires servira à la création du programme. Il y a des ateliers, notamment autour de 3 grandes thématiques, démocratie, écologie et solidarité. Je vais développer un tout petit peu. Il y avait 30 propositions dans le programme, je vais en citer que quelques-unes, mais notamment figurent l'éthique municipale, la sobriété énergétique, les transports gratuits, les écoquartiers, la résilience alimentaire ou sécurité sociale de l'alimentation, le logement, le plan vélo pour Nice, une conception féministe de la ville et la politique linguistique qui vise à réintégrer le Niçart dans les écoles, entre autres. Concernant la campagne, donc son financement, ça a été financé par environ un quart, par le PCF. Et ensuite, ce sont des investissements privés des membres de Viva qui vont permettre de boucler les comptes et qui seront remboursés suite à la campagne. Donc, pour vous donner un petit peu les scores, à l'époque, Viva fait 8,90%, soit 5297 voix. Et voilà, le PS en fait 5,7, les écolos 11,30, l'extrême droite 16,69, Estrosi 47,2% au premier tour. Et l'abstention, et c'est ça qui est important, elle est de 71,46% contre 45,82 en 2014. Pourquoi? Parce qu'on est en période de Covid. Et ça va d'ailleurs desservir Viva, qui est encore un peu méconnu et qui ne pourra pas forcément finir sa campagne dans des bonnes conditions, ce qui pourrait avoir affecté ses résultats. Du coup, juste pour conclure, aujourd'hui, on est dans une expérience un petit peu similaire. Enfin, pour le moment, on n'a pas encore défini les contours, mais on a le PC, le PS et les écolos qui sont partis de leur côté. C'est pas faute d'avoir appelé à l'union, surtout de la part de Viva. Malheureusement, la société civile a été exclue très rapidement des négociations les futures municipales concernant le programme. Et ça a contraint la France insoumise à du coup quitter la coalition des partis parce qu'il n'était pas concevable pour la France insoumise de partir sans la société civile. Donc aujourd'hui, on a eu une seule réunion pour le moment, mais ça va s'affiner dans les semaines à venir. Il se trouve qu'on est dans une situation relativement similaire avec, a priori, Viva qui partirait avec la France Insoumise, Génération Ensemble, etc. Notre collectif et des associations de tous bords, enfin en tout cas des associations de gauche. Voilà, le petit point sur Viva. Eh ben, tu poursuis sur Paris. Tac, excusez-moi, c'est moi qui dois présenter. Du coup, pour Paris, on a Princey Born qui va nous parler d'une expérience politico-citoyenne en cours à Paris qui s'appelle Paris Collectif. Et c'est peut-être une des premières dans le paysage parisien des municipales. Donc, je laisse la parole à Princey. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, mais Tout va bien. Bon. il y a des bruits de fond, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas Oui, fermé. alors oui, et puis moi je suis dans un environnement où il Ah, y a c'est des voix ça. autour de moi, donc voilà. Mais Ah, si vous c'est embêtant m'entendez de ça. façon audible, très bien. C'est Euh, audible, donc, mais bon. donc oui, effectivement, je me présente. Je m'appelle Princey Borgne, je fais partie de Paris Collectif. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de présenter les choses le plus en lien avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, Paris Collectif, c'est un mouvement citoyen qui s'est lancé il y a 2 ans maintenant, en septembre 2023 officiellement. Le mouvement s'est créé dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire que on avait... Ouais.
Voilà. Alors, il y a Francis Dora qui parle. Francis Dora, tu éteins ton micro, s'il te plaît. Je balance. Donc, on était dans T'as un raison. contexte particulier avec donc des retours forts quant à la déconnexion entre les politiques publiques qui étaient menées sur le territoire parisien et la réalité des besoins éprouvés par les habitants. Tout ça associé avec à une défiance grandissante vis-à-vis des partis, des institutions. Et deuxième élément de contexte important quand on s'est créé, on avait une droite qui, certes, avançait peut-être moins rapidement que dans d'autres franges du pays, mais qui tout de même se structurait très fortement et faisait peser une menace supplémentaire par rapport aux échéances électorales à venir. Et les résultats d'ailleurs qu'on a pu observer aux dernières élections législatives ont confirmé que même à Paris, il se passait quelque chose auquel on devait être attentif. Donc, fort de tous ces éléments de constat, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de lancer une démarche qui visait à élaborer un projet pour Paris, mais en le faisant différemment, c'est-à-dire qu'il s'agit, quand on a construit cette démarche, de chercher à renouveler par la même occasion les pratiques politiques et la manière de concevoir des projets de ville. Et deuxième enjeu identifié autour de notre démarche, celui de réussir à créer une appropriation politique large et de fédérer un maximum de forces de gauche. Et quand je dis forces de gauche, j'entends par là aussi bien les partis que les mouvements de la société civile qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Donc, quelques mots sur la démarche en tant que telle. Elle s'est organisée en trois grandes phases principales. La première phase qui nous a animés pendant plus d'un an et demi, de septembre 2023 à janvier 2025, a consisté en la constitution d'un diagnostic, mais pas à la manière d'un institut de sondage ou de sociologie, c'est-à-dire que pour construire ce diagnostic, on a cherché à s'appuyer sur la parole des habitants et des acteurs du territoire. Pour ça, on a déployé deux modalités principales, beaucoup d'entretiens semi-directifs dans l'espace public et des rencontres de quartier qu'on a appelé les gérer débattre près de chez vous. Et pour faire ce diagnostic, un biais qu'on a complètement assumé, celui d'aller au contact des personnes qui sont habituellement les plus isolées et invisibilisées du débat public. Donc il y avait, voilà, c'est important de le dire, un biais et un geste politique assumé, celui de ramener à la parole et de rendre visibles les besoins de ceux qu'on entend trop peu d'habitude. Fin janvier 2025, on s'est retrouvé avec un diagnostic assez étayé qu'on a pu élaborer à l'appui de plus de 1600 témoignages d'habitants, citoyens qui fréquentent le territoire et de 300 acteurs de la société civile organisée de tout secteur, santé, santé, écologie, urbanisme, etc. Et on est arrivé en janvier avec une visibilité assez claire, assez nette sur les grands sujets, les grandes aspirations qui touchent les Parisiens et pouvons en donner quelques-uns en guise d'exemple. En premier lieu, le sujet dont on nous a beaucoup parlé, c'est la question du repli sur soi et de la montée de l'individualisme. Un autre gros sujet qui est beaucoup remonté, la question du logement, également celui des mobilités. Donc voilà, un espèce de menu des priorités assez clair. Et fort de tout ça, on est rentré dans la séquence 2, la phase 2, celui de la co-construction des propositions. Donc pour ça, on a construit une programmation de 12 ateliers citoyens de proposition où on a cherché à réunir autour de la table les habitants, bien sûr, mais aussi cette fois-ci dans un même cadre les acteurs de la société civile organisée et les acteurs politiques pour que ensemble, dans une logique de dialectique, de dialogue, avec une complémentarité d'expertise, on puisse faire émerger des propositions qui puissent répondre aux enjeux qui avaient été formulés durant le diagnostic. En tout, à l'issue des 12 ateliers, on s'est retrouvé avec un peu plus de 500 propositions. On a cherché à recouper, aujourd'hui on est descendu à une centaine, et qu'on va affiner, traiter grâce à une campagne de priorisation qui est en train de se lancer, c'est-à-dire qu'on va aller au devant des Parisiens à nouveau dans l'espace public, mais aussi en ligne, pour les inviter à formuler des avis, un regard sur ces propositions qui ont émergé, ce
qui va nous permettre de faire un peu entonnoir. Et pourquoi tout ça est important? C'est parce que évidemment, quand on a un diagnostic et quand on a des propositions, au bout du bout, l'objectif, ça reste bien sûr que ces propositions puissent trouver vite, puissent être mises en œuvre sur la prochaine mandature. Et c'est là que j'en viens au sujet qui nous intéresse là ici tout particulièrement, celui du rapport avec les partis politiques. Dans une ville comme Paris, on a évidemment identifié que, contrairement à d'autres villes comme Poitiers, par exemple, et encore, c'est pas tellement le bon exemple puisque eux, on travaille avec les partis dès le départ, mais contrairement à d'autres communes où ça se passe, difficile d'imaginer faire sans les partis. Pour des raisons de financement, pour des raisons de rapport de force, de visibilité, enfin voilà. Et donc, dès le départ, dès le début de la démarche, on a veillé à créer un lien, un dialogue avec l'ensemble des partis de gauche, du NPA jusqu'à Place Publique, pour, dans un premier temps, les amener à se rendre compte que côté société civile, côté citoyen, il y avait une vraie volonté de prendre part aux discussions politiques. Besoin de faire ça aussi pour créer de l'appropriation autour du processus, c'est-à-dire que si on espère que ces propositions puissent un jour être mises en œuvre, on se doutait bien que débarquer à la dernière minute avec une liste au Père Noël, bon, ça risquait d'être un peu faiblard. Et troisième enjeu, pousser l'appropriation au point qu'au moment de la décision du portage dans l'espace politique et notamment autour des échéances municipales de 2026 là, qui nous attendent, on puisse avoir une diversité de choix qui s'offre à nous. C'est-à-dire que une fois qu'on va avoir ces propositions affinées, précisées, nous, Paris Collectif, on va se poser la question de notre inscription dans l'espace politique pour pousser jusqu'au bout la reprise dans un projet de ville de ces propositions et aussi faire, vous en parliez tout à l'heure pour Marseille par exemple, s'assurer qu'on puisse aussi assurer un rôle de vigie pendant la prochaine mandature pour s'assurer que les propositions puissent être mises en œuvre. À ce jour, on a plusieurs choix qui restent posés sur la table. On pourrait envisager de simplement faire du plaidoyer auprès des partis politiques et notamment des futurs candidats de gauche. On pourrait envisager, mais comme je vous le disais, l'idée à Paris est quand même un petit peu plus minoritaire. On pourrait envisager de monter des listes citoyennes telles que les poussent les organisations comme Fréquence Commune. Et on pourrait aussi essayer, et c'est un scénario auquel on travaille, de créer une convergence de l'ensemble des partis de gauche autour de la parole citoyenne et des propositions citoyennes. Donc là, deux grandes étapes nous attendent dans les 3 prochains mois. Déjà, On essayer va à la conclusion, s'il te plaît. voilà, inviter tous les partis à prendre part à l'espace programmatique, un espace programmatique commun. Et deuxième attendu, nous positionner, prendre une décision en tant que collectif sur le rôle qu'on va avoir à jouer dans le portage politique durant les échéances municipales. Voilà. Merci, Princy. Donc, je vais donner maintenant la parole à Annie Chicot, qui est élue d'opposition conseillère municipale donc à la mairie du Havre. Je crois qu'en 2020, au Havre, il y avait une assemblée unitaire appelée le Havre citoyen, qui fédérait toute la gauche et des citoyens et citoyennes, même si les choses se sont, je crois, un peu compliquées dans le déroulement de la campagne. Donc, Mani, tu vas nous expliquer tout ça. Oui, en fait, Merci. sur le Havre, un Havre citoyen était, euh, était composé de 6 partis politiques et d'un collectif citoyen. Les atouts pour mobiliser les citoyens, ça avait été le fait que le projet de campagne soit présenté par Jean-Paul Lecoq, député, et le déroulé des listes et compagnie était annoncé d'avance. Ce qui a fait que certains partis politiques de gauche n'ont pas voulu venir. Voilà. En fait, c'était une organisation où chaque personne
du collectif citoyen avait été impliqué, d'autant plus que effectivement le député les avait rencontrés individuellement. C'était des responsables d'associations et syndicalistes et sportifs et bon voilà. Et donc il y a eu comme ça pendant un an en préparation des élections. Il y a eu comme ça pendant un an une, euh, une, comment je pourrais dire, une, euh, une cohabitation entre les organisations politiques qui étaient partie prenante et puis le collectif citoyen. Le collectif citoyen s'attachant sérieusement à ne pas être récupéré par un parti politique ou un autre. J'ai d'ailleurs téléphoné pour préparer la visio, téléphoné à certaines personnes qui faisaient partie du collectif citoyen et j'ai eu la même réponse aujourd'hui hein, en disant attention à toi, fais attention comment ça va être récupéré, enfin voilà. Et donc ce sont des personnes qui se sont impliquées et il y a eu une trentaine de citoyens sur la liste de 60 présentés aux élections. Et en fait, l'implication était très forte de tout le monde, hein, parti politique ou partie prenante et citoyen. Mais l'implication était tellement importante que le fait que l'on perde les élections a fait que les gens ont battu en brèche, quoi. Et donc, en fait, ont abandonné. On a essayé de créer une association de façon à ce qu'ils se retrouvent à un moment donné, et ça n'a pas fonctionné plus que ça. Et puis, je vous dis, moi, j'ai téléphoné à quelques personnes qui étaient dans ce groupe-là aujourd'hui pour avoir un peu plus d'informations. Et là encore, aujourd'hui, ils sont pas prêts à parler de ce qu'ils ont vécu, quoi. Alors que la campagne s'est passée correctement, les citoyens, ils étaient dans leurs réunions, parce qu'il y avait des réunions avec les partis politiques, et puis des réunions sans seulement avec le collectif. Et donc, a priori, ils en sont toujours pas revenus. Et donc, moins ils en parlent, mieux ils se portent. Et c'est vraiment dommage parce que la campagne a été mémorable, quoi, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que on n'a plus aucun citoyen de ce collectif, de cette association qui est dans les nouvelles annonces de collectifs citoyens sur Le Havre pour les prochaines municipales. Et puis, pour l'instant, ce qu'on a, on a trois groupes. Donc, on a le NFP qui pense présenter une liste habituelle, on va dire, et puis, enfin, habituelle avec les grosses organisations, on va dire ça comme ça. Et puis, on a des collectifs citoyens, mais quand on connaît le réseau militant, c'est pas vraiment des citoyens non encartés, hein. On les connaît tous. Et donc, voilà, pour l'instant, on en est là. Il y a des associations, notamment le Havre en lutte, qui essayent de les mettre en lien, de face pas pour dire que en fait, ils défendent les mêmes choses, quoi. Mais bon, c'est pas fait. Et donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Merci. Donc, le dernier intervenant prévu ne nous a pas rejoint. Bon, je pense que le mieux, je pourrais en parler à sa place, mais le mieux, c'est peut-être de donner la parole parce qu'on a déjà presque une heure qu'on écoute. J'interviendrai dans la discussion sur ce qui se passe à Ivry-sur-Seine. Donc voilà, vous avez la parole. Vous savez comment il faut faire, j'imagine, hein, pour
lever la petite main, faut appuyer dans réagir, ceux et celles qui ne le sauraient pas. Il y a une petite main qui apparaît, on appuie dessus. Voilà, il y a déjà Jean-Pierre Lancry. Donc on essaie de limiter le temps hein, à 3 minutes à peu près. Question ou intervention, s'il vous plaît. Après Jean-Pierre Lancry, c'est Henri Mermet. Jean-Pierre, tu n'as pas ton micro ouvert. Jean-Claude, Embêtant. je note les noms hein, des gens qui s'inscrivent si tu veux. Tu Ah m'as bah dit de le vas-y, ok. fermer, alors je l'ai fermé. Oui, donc c'est à moi? Bien oui, tu as levé le premier. Non, non, ok. Bon, ben, moi, je pense qu'il y a une première discussion sur bon, l'exemple, l'intervention du copain de Marseille, de Paris, et ce qui se passe à Poitiers, etc. Bon, bien qu'il n'y a pas des citoyens d'un côté et des partis politiques d'autres, il y a des endroits où les partis politiques veulent mettre la main sur les citoyens, mais c'est quand même pas la réalité partout. Donc ça, c'est la première chose, y compris l'exemple du Havre montre qu'il y a aussi des faux collectifs citoyens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je pense que ce qui est surtout essentiel, c'est peut-être de lancer les affaires partout autour de l'idée des enquêtes citoyennes. C'est-à-dire, bon, il y a des citoyens qui se rassemblent avec ou pas les partis, mais la première chose, c'est d'aller chercher le ressenti, les interrogations, les questions, les priorités des habitants, parce qu'il y a une coupure considérable entre le champ politique en général et les habitants, même si les municipalités, c'est le moins marquant. Donc, Excuse-moi, Jean-Pierre, je t'interromps une seconde. Tu t'es pas présenté. ah Il faut que les pardon, personnes se présentent, s'il vous plaît. oui, bah, Jean-Pierre Lancry, je suis de Rouen, j'ai été 13 ans élu municipal et d'agglomération et je suis à la CGT et chez les Verts. Donc, du coup, tu m'as... oui, donc l'enquête citoyenne, moi, ça me paraît être un point important à retenir parce que c'est le préalable à tout contact avec les habitants pour leur proposer des programmes clés en main, quoi. Bon, manifestement, c'est ce qui s'est fait à Paris, c'est ce qui se fait à Poitiers, ce qui s'est fait dans d'autres villes, et même les organisations portent ça, parce que je vois par exemple chez nous, en Normandie, à Caen, il y a une dynamique de ce type d'enquête qui est portée par les écolos. À Rouen, il y a le même type de démarche. Bon, voilà, donc ça me paraît être le point essentiel. En plus, être dans une logique de liste citoyenne, comme on connaît la réalité qui va être diversifiée suivant les communes, là le PS ne sera pas partant, là le LFI ne sera pas partant, là ceci, là cela. Le fait d'être dans une dynamique de liste citoyenne nationale et d'enquête citoyenne, ça permet aussi de relativiser ces divisions. Et dernière chose, pour ne pas être trop long, oui, c'était mon interrogation sur Marseille. Parce que moi, je connais à Marseille la réserve citoyenne avec Pierre-Alain Cardona, donc je voudrais savoir quelle articulation il y a avec ce qu'a expliqué le copain de Marseille. Henri, Oui, Henri Merlet, j'habite dans le 11e arrondissement. Je suis membre du mouvement Ensemble, mais je voulais vous parler de l'histoire, de la préhistoire. Au siècle dernier, il y a eu un certain nombre d'expériences municipales euh, qu'on pourrait appeler citoyennes, mais qui avaient été en l'occurrence lancées par une organisation politique défunte depuis longtemps, qui a été le PSU, et qui a eu quelques résultats extrêmement intéressants, en particulier dans des villes moyennes. Alors, il y en a deux sur lesquelles il y a eu des choses très intéressantes. Une en Alsace qui s'appelle Rutterbach, qui a tenu jusqu'au début de ce siècle-ci, et dans l'Eure, à Louviers, où il y a eu aussi une expérience extrêmement importante. Il y a eu des vraies réalisations, il y a quelques livres écrits là-dessus qui peuvent pouvoir servir. Tout ça pour dire que ça ne tombe pas du ciel, ça a existé. Mais avec des hauts et des bas, la preuve que ça finit par se casser la figure. Ça c'est pour l'histoire. Maintenant, c'est sur le présent, c'est ce qui se passe à Paris. J'ai à peu près suivi l'expérience de Paris citoyen. C'est extrêmement intéressant. Ce qui a été fait est absolument remarquable, le travail, etc. Et on arrive maintenant à la mise en œuvre.
et je suis resté un peu sur ma faim sur ce que va être la mise en œuvre. Pour tout dire, j'ai des grandes craintes que la mise en œuvre ne soit pas à la hauteur de ce qui a été espéré. Mais peut-être que je me trompe, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Alors, Bernadette, mais juste avant, je voulais proposer un truc. Est-ce qu'on peut dire qu'on prend 5 questions, par exemple, et que les personnes concernées répondent et on fait des salves de questions comme ça vous va ou pas? Oui, non? Henri a posé Ok, des questions et Jean-Pierre une sur Marseille, oui. voilà, Pourquoi c'est pas? ça. Et du coup, c'est à Bernadette. Et ensuite, Prince. Merde. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de mettre en place une rencontre sur ce sujet, car il est d'actualité, si on peut dire. Bon, moi, je voulais simplement prendre la parole pour préciser un peu ce que c'est que Viva, parce que moi, j'ai été à Viva depuis sa création, et donc, même si j'ai la mémoire qui flanche, parce qu'à mon âge, la mémoire flanche, je me rappelle quand même de choses un peu plus précises que celles d'Amélie, qui n'y était pas malheureusement. Et donc, c'est vrai que c'est un mouvement complètement citoyen, et les partis politiques qui ont participé, y ont d'abord participé en tant que citoyens, et puis après, ben, ils ont dit pourquoi pas mettre aussi que nous soutenons cette organisation citoyenne. Donc il y a eu notamment le Parti communiste ensemble, et Génération, il n'y avait pratiquement personne, mais bref, un ou deux, c'est déjà Génération. Alors c'est vrai que c'est un mouvement citoyen soutenu par des partis politiques, mais c'est avant tout comment j'ai dit, un rassemblement citoyen. D'ailleurs, il s'est fondé une association qui porte le même nom, Sempre Viva, ça veut dire toujours Viva. Et depuis les élections municipales de 2019, on travaille les uns et les autres avec Viva. Tous les citoyens qui veulent venir peuvent venir, etc. On fait du travail depuis ce temps-là. Alors, en plus de ça, c'est Viva qui a eu aux élections le plus fort pourcentage à la gauche. Alors, elle n'a pas gagné, bien sûr, mais quand même, elle est passée devant les autres partis politiques. Et par contre, pour ce qui s'agit du NFP, dont je sais qu'Amélie est très, très, très active et je la remercie pour tout ce qu'elle fait à ce niveau, le NFP à Nice, il faut reconnaître que les partis politiques n'y participent pas. Et ils ont commencé à travailler entre eux, le Parti communiste, qui est maintenant différent d'avant, donc il n'est plus du tout dans Viva. Le Parti communiste, le Parti socialiste et les Verts, ils font leur petite tambouille entre eux et ils ne veulent pas de Viva. Viva a été mis à la porte. Donc Viva continue son petit chemin, hein, voilà, on verra bien ce qui se passera. Elle dit toujours Viva, moi je dis elle, mais en fait c'est parce que Viva c'est un A et donc c'est féminin chez nous. Mais bref, Viva c'est une organisation citoyenne qui continue son travail et qui espère bien que finalement on aura une liste commune avec tous ces gens de gauche. Mais on n'en est vraiment pas sûr du tout. Mais on travaille pour. Voilà. Et on se donne du mal, hein, avec les boulets gabamban et les rencontres citoyennes et tout ce qu'on veut. Voilà. Merci. Princey. Est-ce que vous voulez prendre les 5 questions comme tu avais annoncé avant que je réponde peut-être? Eh bien, écoute, tu es la 5e, donc après toi. Oui, bah écoute, j'y vais. Alors, plusieurs choses sur comment on s'assure que les propositions soient mises en œuvre. Effectivement, enfin, nous-mêmes, c'est clairement notre angoisse. Il y a plusieurs choses auxquelles ça peut se jouer. Déjà, on disait qu'on était en train d'essayer de construire un programme commun avec les partis. Ce qu'on a identifié comme gros point d'attention, c'est de faire en sorte que les négociations programmatiques ne viennent pas diluer les propositions citoyennes qui ont émergé. Et donc tout ce processus de construction, on va tâcher de l'organiser et de l'animer, mais à partir des propositions qui ont émergé, des ateliers de proposition. Donc déjà, voilà, c'est un premier levier qu'on peut activer.
Deuxième point qu'on a identifié, c'est que si on veut que demain les décideurs de demain puissent pratiquer autrement la politique et porter les propositions qu'on aura fait émerger du processus, évidemment, ça suppose qu'il puisse y avoir un renouvellement du personnel politique et de la culture politique en place. Donc, nous, à ce stade, on ne sait pas encore exactement quelle place on va avoir demain dans la municipalité. En revanche, on en discutait pas plus tard qu'hier, et d'ailleurs, je précise que je suis accompagnée ce soir de Vincent et Solène, donc qui pourront compléter si besoin. On a commencé à identifier, c'est que il fallait qu'on s'interroge sur ce à quoi on devait être attentif pour que demain l'espace politique continue à être irrigué par nos propositions. Et par exemple, on lance une réflexion là sur les profils de listes idéaux, les fiches de poste de candidats idéaux, les propositions en lien avec la démocratie qu'on doit absolument pousser au plus loin. Donc tout ça, c'est aussi des manières dans les négociations d'essayer de cranter l'assurance que demain la politique va se faire autrement et dans le respect des engagements qui auront été pris auprès des citoyens. Et troisième levier, comme ça s'est passé à Marseille, je pense que Paris Collectif, et si c'est pas Paris Collectif, il faudra que ce soit d'autres acteurs de la société civile, continuent d'assurer ce travail de vigie une fois le début de la mandature lancé pour interpeller, rappeler à l'ordre et appeler aussi à de la transparence sur les actions en cours et les données disponibles. Voilà au moins 3 leviers qu'on a identifiés, mais ce soir peut-être que ça peut être aussi l'occasion d'en identifier d'autres avec vous. Du coup, avant de donner la parole à Jen, je propose qu'on réponde aux questions et je crois que la première, elle était adressée à Renaud. Si tu es là, Renaud. Ouais, je vais dire très vite parce que celle qui m'adressait concernait la réserve citoyenne et rappelle que le monde militant est quand même très petit puisque tu cites un militant marseillais que évidemment je connais aussi. La réserve citoyenne, la réponse elle est rapide parce que la réserve citoyenne n'existait pas au moment des municipales de 2020 sur laquelle on m'a davantage appelé à m'exprimer. Elle existe maintenant et elle s'est maintenue depuis les législatives. C'est un groupement militant qui s'est principalement mobilisé contre l'extrême droite et pour l'unité de la gauche au moment des législatives, qui a fait la campagne d'une manière très forte, quoi, à Marseille, très visible, qui a participé largement à organiser des événements publics. Elle a continué donc ça a mobilisé plusieurs centaines de personnes pendant les législatives. Ça s'est largement rétréci depuis, mais formellement, ça continue à exister. Il y a encore des militants à l'intérieur. Et ils ont à l'intérieur de ça, alors je vais très vite, mais un groupe qui s'appelle le groupe pour le maintien de l'Union, qui est une commission en fait de la réserve citoyenne et qui fait qui participe aux événements du nouveau Front populaire et notamment un événement qu'on organise le 9 juin là autour de l'unité pour l'unité au municipal à Marseille autour de programmes et de propositions programmatiques. Et donc la réserve citoyenne y est conviée et nous a donc a signalé sa présence et sa prise de parole à cet événement le 9 juin. Donc elle est là, en plus petit que ce qu'on a connu, mais voilà, elle persiste et elle est avec nous. Je crois que Henri Maire m'avait posé une question, mais je ne sais pas à qui. Henri? Personne? C'est pas une question, c'était une inquiétude, je crois. Une inquiétude sur ok. Paris. Est-ce que ça Ok. ira au bout ou je sais pas quoi. Il m'avait semblé noter ça. Du coup, quelqu'un veut répondre pour Paris ou on passe à la suite? Je crois avoir répondu à mon intervention précédente. Absolument. Alors, du coup, c'est Jan. Le micro. Bonsoir, oui. Yann, par ailleurs, c'est flamand. Mais écoutez, une expérience et un questionnement assez stratégique. D'abord, l'expérience, je fais partie, je vis au Kremlin-Bicêtre dans le 94, et sur la base vraiment d'un groupement citoyen, de forum citoyen qui, pendant une petite dizaine d'années, a vraiment mobilisé dans la ville. Je vous passe les détails, quoi. C'était assez plaisant et assez motivant, quoi, hein,
pour faire démissionner le maire, pour organiser j'ai eu un peu de mal. Moi, j'étais pas le seul à retenir des gens, ne pas prendre d'assaut à la mairie avec 300 personnes dans une petite ville de 20 000 habitants. Vous voyez, ça bougeait, quoi. Donc, sur cette base, on s'est lancé, ce que je considère aujourd'hui comme une faute, dans les dernières élections municipales. La liste a été récupérée par LFI assez habilement, quoi, hein. Donc, résultat, qu'on s'est trouvé quand même avec un résultat tout à fait estimable, pas tout à fait 10%, heureusement. Pas 10%, ça nous a posé des problèmes tactiques après. Et voilà, donc le collectif a explosé et est mort. Mort. Hein. De temps en temps, on prend un verre ensemble entre copains, quoi, mais politiquement mort. Est-ce que ça valait la chandelle? Je ne suis pas si sûr que cela. Et donc, deuxième aspect, quoi, donc un positionnement, une question vraiment stratégique. Je repars de mon expérience là au Kremlin-Bicêtre, qui n'est pas si différente d'Ivry par ailleurs. Les gens contre lesquels je me suis mobilisé, je n'étais pas le seul, quoi, pendant maintenant une petite vingtaine d'années, sont ceux que beaucoup de gens appellent les partis de gauche, qui tiennent la mairie, hein, qui tiennent tous les râteliers. Et c'est contre ces gens-là que la politique citoyenne s'est développée. Donc, est-ce que je peux aujourd'hui, pour les élections qui viennent, me mettre ensemble sur une liste avec des gens avec lesquels j'ai au moins sur le plan municipal, rien en commun. Au contraire, je l'ai toujours combattu et je le continue à le faire sur des points très concrets, quoi, la densification, toujours les mêmes hein, dans les villes, la densification, le service, peu importe, vous connaissez tous ces problèmes-là. Voilà. Est-ce qu'on fait l'affiche d'une liste de gauche, NFP, franchement, que des adversaires politiques je trouverai là-dessus, ou est-ce qu'on va vraiment trouver le moyen, et je vous dis très franchement, comme là on a payé très très cher, on n'a pas les forces pour le faire, de remonter quelque chose de vraiment citoyen, comme Jean-Pierre Longry l'a indiqué tout à l'heure, quoi. Il y a des expériences, t'as oublié Saint-Brieuc par ailleurs. Euh, je tiens beaucoup à l'expérience de Saint-Brieuc, quoi. C'est une des rares villes du PSU, une vraie ville ouvrière, quoi, où ils ont fait une politique absolument extraordinaire. Où on va même à parler de ça aussi, quoi, des choses qui, comment dire, qu'on développe, appelons ça une enquête citoyenne ou autrement, peu importe. C'est pas le nom du bébé qui intéresse, mais le bébé, quoi. Donc, de travailler ce qui est la politique à faire avec les citoyens et ce qui est pour moi la ligne politique et de développer au cours des mandats des moyens que les citoyens mettent la main sur le pouvoir municipal. Et là, avec les partis établis, hein, surtout des autoritaires comme LFI, là, je crois qu'il n'y a pas de terrain d'entente. Voilà. Merci. Heidi? Oui, alors, moi, je vais rebondir sur plusieurs conversations. Je vais repartir sur celle de Prinsy qui parlait justement quelle pouvait être la fonction justement des collectifs citoyens et notamment NFP par rapport au fait d'être des plaidoyers, participer à des listes citoyennes ou travailler à la convergence au niveau des partis par rapport à la parole citoyenne. J'ai entendu aussi que selon les lieux, les villes, les positions n'étaient pas forcément faciles, qu'il y avait de la place ou pas de place. Et donc, j'ai une question ouverte à poser par rapport à notre position par rapport au municipal, par rapport à une vision à plus long terme, qui pour moi sont donc les élections de 2027. J'ai le sentiment que selon les lieux, on n'a pas forcément de la place et on n'a pas forcément le temps de se construire une place pour faire partie des listes ou créer des listes. Je pense que quand c'est possible, pourquoi pas? Mais en même temps, je me dis que je vois que les partis visent quand même fortement les municipales par rapport au fait d'exister, d'avoir des moyens financiers, parce que une fois que les partis sont construits, il faut continuer à les faire vivre. Et donc,
c'est pour ça aussi que parfois on va vers le compromis, la compromission, et qu'il y a des collectifs citoyens qui, bah, du coup, se mettent à distance du fonctionnement des partis. Et donc la question c'est, est-ce que un des plus grands rôles n'est pas de travailler à amener les partis à converger avec les citoyens, de façon à que, quel que soit dans les villes, le poids, c'est-à-dire je ne pense pas que tous les partis ont exactement le même poids selon les villes. Et donc, à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de contrer ces partis et d'empêcher qu'il y ait quelque part des listes qui passent le cap et donc soient élus, au moins, je veux dire, à minima en opposition? Et de cette façon-là, pourquoi je vois à plus long terme? Parce que une fois que les partis retrouvent un peu des billes financières, de la visibilité, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas plus facile pour nous de les amener à la convergence? Or, si dès le départ, au niveau du municipal, ils se sentent complètement submergés par rapport à nos collectifs citoyens, est-ce que c'est pas justement ensuite au niveau des législatives et de la présidentielle, une volonté de sursaut pour se maintenir, continuer à exister et avoir les moyens minimums pour survivre? Et donc, je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Et est-ce qu'on doit appliquer exactement la même chose au même endroit? Et donc, je répète ma question de fond. Est-ce qu'on doit viser à court terme, à moyen terme, à long terme? Voilà. Quel est notre objectif principal? Jean-Claude, Oui, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais en tout cas, mon copain d'Ivry-sur-Seine n'étant pas venu, élu à la mairie d'Ivry-sur-Seine, je vais dire quelques mots de cette ville. Euh, donc, c'est une ville communiste. Tout à l'heure, on a parlé du Havre. Il y a quelques ressemblances, à mon avis, puisque la ville, aujourd'hui, cette année, fête son 100e anniversaire de maire communiste. Cependant, euh, il y a eu une tradition au moment du front de gauche, une tradition d'assemblée populaire. J'étais pas là à l'époque, mais je sais que cette tradition a été assez forte. Ce n'est pas simplement un cartel de parti, mais une assemblée avec une participation citoyenne. Premièrement. Deuxièmement, cette tradition s'est maintenue dans les esprits. Et par exemple, avec des personnes non encartées, mais aussi des personnes encartées politiquement, juste au moment du mouvement des Gilets jaunes, on a lancé une assemblée populaire qui a lancé des débats politiques, mais aussi des cahiers de doléances sur les Gilets jaunes, puisque vous vous rappelez que c'était un peu la question qui animait la population. Et parallèlement à ça, la mairie communiste a tenu à préparer l'échéance municipale de 2020 avec des innovations qui n'existaient absolument pas avant, et en particulier de fonctionner sur la base de 3 tiers dans la composition de la liste, un tiers communiste, un tiers des autres partis et un tiers de participation citoyenne, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et donc, il y a eu une imbrication qui s'est faite entre des mobilisations antérieures et cette volonté de participation citoyenne avec un tiers d'élus qui s'est organisée sur la base de petites assemblées par quartier où des personnes pensaient que telle personne, tel jeune, tel militant, telle association devait être représentée. Et il y avait une liste comme ça assez importante de personnes qui ont été en quelque sorte plus ou moins auto-désignées et qui ont ensuite fait l'objet de petites élections partielles dans leur quartier pour dire, ben oui, toi, tu vas aller dans la partie citoyenne de la liste que nous sommes en train de construire. Et donc, il y a eu on a gagné, oui, la liste a gagné, je passe sur les autres détails, mais la liste a gagné très largement puisque la tradition est quand même forte à gauche, plus de 70%. Et cette liste a gagné avec cette dynamique-là.
Alors, je veux simplement insister sur un point à partir de ça. Une structuration citoyenne, c'est quelque chose qui se travaille vraiment, hein. Il faut vraiment y mettre beaucoup de soin, de patience, d'écoute, pour qu'il n'y ait pas de tension nouvelle entre les partis politiques, les citoyens, etc. Ça demande beaucoup de doigté, ce que la direction de la ville actuellement, à mon avis, fait assez bien. Bon. Ensuite, ça pose toute une série de questions, hein. En particulier quand on fait une tribune dans... Oui, les partis politiques ont des tribunes dans la bulletin municipal. Je prends une question toute bête. Au nom de qui la tribune des citoyens est écrite? Dans les citoyens, il peut y avoir des opinions politiques extrêmement différentes. Je signale ça comme comme qui a l'air d'un petit détail, mais c'est pas tout à fait un détail parce qu'après, c'est un débat réel qu'il y a parmi le tiers de citoyens élus. Qu'est-ce qu'on dit, en fonction de quoi? Et le dernier point, c'est comment on va poursuivre. Est-ce que c'est les mêmes qui continuent? Est-ce qu'on élargit la liste? Est-ce qu'on en trouve d'autres? Selon quelle méthode? C'est une vraie question qui est posée et qui n'est pas totalement résolue à ce stade, même si le débat a commencé, y compris en lien avec une autre expérience citoyenne différente, qui est le collectif NFP d'Ivry-sur-Seine, où il y a 300 personnes qui sont inscrites, et il y a une interpénétration entre les deux structures qui commencent à peine à se mettre en place. Voilà, je m'arrête là. Merci. Ta fille. Ta fille, micro. Oui, bonsoir. C'est à mon tour, c'est ça? Oui. Oui, merci, merci à tous. Moi, je voulais juste faire un commentaire sur ce qui se passe dans la circonscription. Donc, je suis à Finably, à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, juste en face donc de Paris 12e. Le NFP, il est calé sur la Circo, Fontenay-sous-Bois, Vincennes et Saint-Mandé. Là, je vais parler de ce qui se passe sur la municipalité. Donc, le maire ici, c'est quelqu'un qui a été réélu et qui va partir en campagne. Donc, au début, il était en sorte le bras droit du maire communiste, hein. Donc, il était communiste. Et donc, après, je crois 2 ans avant, quelque chose comme ça, donc il a désigné pour qu'il porte le programme. Et ensuite, donc, au fur et à mesure, il s'est désencarté, en fait. Il s'est désencarté, en fait, au moment de sa première élection, donc avant 2020, hein, cette élection d'avant. Et il a rassemblé à gauche, bon, sachant qu'il était vraiment, voilà, du petit communiste. Et en 2020, bah, il a rassemblé toutes les forces politiques et citoyennes. Donc, c'est pour ça qu'en deuxième partie, je vais parler du niveau citoyen. C'est que les 4 grands partis, enfin les 5 avec Génération S, donc se sont rassemblés autour de sa candidature non encartée. Ça veut dire 5-6 ans après qu'il ait déjà enlevé son affiliation à un parti d'une union des gauches. Donc, ce qui a compté, c'est la communication, c'est l'écriture d'un programme commun et surtout d'impliquer les citoyens. Donc, il a ajouté des citoyens dans sa liste, dans la liste d'union de la gauche. Je crois que c'est à peu près, je sais pas, 42 postes de conseillers et de maires adjoints. Ils en ont gagné, je crois, 35. Et sur les 35, il y avait donc tous ces partis et des citoyens de mémoire. Il y en a 4, pardon, qui ont été élus. Donc voilà, qui n'étaient bien sûr pas encartés. Et ce qui compte, ce qu'on m'a dit, et puis bon, je suis impliqué maintenant sur ce qui se passe maintenant, c'est que pour les citoyens comme nous, c'est de porter une partie d'un projet pour une municipalité. Ce qui compte, c'est d'avoir des idées, de convaincre, de les ajouter à un programme et de les porter nous-mêmes. C'est ça l'important. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que les citoyens se font remarquer pour apparaître dans des listes d'union.
sans être en quartier. Donc voilà, par exemple, il y en a un qui a été élu, c'est tout ce qui est citoyenneté, budget participatif, université populaire, bureau de quartier, assemblée citoyenne, etc. hein, et qui a été élu, c'est un des cas. Voilà, donc il faut trouver son chemin en tant que citoyen, moi je pense, dans des listes qui sont disparates dans certains collectifs dans la France, où bien sûr certains partis peuvent ne pas se parler, ou disent que voilà, votre mouvement NFP, la citoyen, on n'en fait pas partie, etc. En fait, je pense qu'il faut, quand on parle à des partis, il faut avoir une partie d'un programme qui n'est pas commune à ce que le programme dit, c'est-à-dire ajouter de la valeur ajoutée pour qu'on puisse être entendu. Certains voudront encarter des personnes grâce à ces idées, dire, voilà, tu rejoins notre parti, et d'autres peuvent rester indépendants. Je voulais juste faire un retour d'expérience sur ce qui se passe ici. Ça va continuer, il va ajouter plus de citoyens dans la liste. Voilà. C'est pas une question, c'était un retour d'expérience et merci aux intervenants. Pierre? Oui, merci. J'avais juste une remarque rapide sur le rapport aux partis politiques et la question de savoir comment garantir le fait que quand il y a une élaboration citoyenne des programmes, ils puissent être mis en œuvre dans le cas où on a on a des listes qui sont plutôt dominées par les partis. On parle beaucoup de participation, d'implication, mais je crois qu'il y a un terme dont on devrait parler, c'est celui de la souveraineté populaire. Il me semble il faut vraiment penser les choses en termes de pouvoir pour garantir en fait justement que ces logiques citoyennes elles soient ensuite mises en œuvre. Euh, on peut faire des super belles campagnes, tout co-construire, faire des enquêtes, faire des assemblées citoyennes pour élaborer les programmes de la façon la plus collective possible. Quand bien même, même si tout ça est parfait, il nous faut des leviers de pouvoir qui permettent de contrôler. Ensuite, démocratiquement, les personnes élues. Et il me semble que la révocabilité des élus, le droit à la révocabilité des élus, d'une part, et d'autre part, le droit de pouvoir convoquer des assemblées populaires citoyennes, ça, c'est deux leviers très importants qui peuvent fournir des garanties. Et d'une certaine manière, voilà, ce que les expériences montrent, c'est que la relation aux partis politiques, entre mouvements citoyens et partis politiques, elle doit être pensée comme un rapport de force. Bien sûr, on peut euh, œu- œuvrer en amont à la convergence, mais ce serait naïf de croire que les contextes ne vont pas changer, les alliances ne vont pas évoluer, les intérêts des partis ne vont pas refaire surface. Et donc, il faut ces contrôles démocratiques. Et il me semble qu'une bonne relation aux partis, elle peut se jouer justement là-dessus. Si les partis sont capables de s'engager sur le droit à la révocabilité et sur le droit de convoquer des assemblées populaires citoyennes qui auraient des droits de décision, des droits de proposition de loi, enfin de politique publique à l'échelle de la commune, bah ça c'est un gage assez fort de la part des partis politiques. Avant de passer aux prochains intervenants, est-ce que quelqu'un souhaite répondre à Heidi et Jean-Claude? Ben, moi, j'avais une question à poser à Jean-Claude. Bah, attends, juste d'abord, soit on répond, soit on enchaîne avec les questions. Si personne n'a rien à dire, alors on enchaîne. Moi, je veux bien répondre à Jean-Claude. Vas-y. Donc, c'est pas répondre exactement, hein. C'est simplement pour dire que quand il dit que Ivry, c'est pratiquement similaire au Havre, pas tout à fait quand même, parce que en 2020, la majorité municipale était menée quand même par Édouard Philippe. Donc, effectivement, le PC est très présent au Havre.
c'est le plus présent C'est des ça que je voulais dire. organisations politiques. Voilà. Mais quand même, ce qui a fortement permis la mobilisation des citoyens, c'était que d'une part, la liste était menée par le député Jean-Paul Lecoq, PC, et qu'il fallait gagner sur Édouard Philippe, quoi. Voilà. Il y avait Jean-Pierre après, mais la main est baissée. Tu veux toujours intervenir? Oui, oui, bien sûr, mais la main se baisse automatiquement au bout de quelques minutes. Oui, alors plusieurs Ah, choses. Déjà une question à Jean-Claude, où j'ai mal compris, où il explique d'un côté tout ce qu'il a expliqué au niveau de la municipalité, c'est intéressant, là, un tiers, un tiers, un tiers. Mais il explique qu'à côté, si j'ai bien compris, il y a 300 personnes rassemblées dans un collectif LSP. Donc, quelle articulation entre les deux où j'ai mal compris. La deuxième chose sur ce qu'a dit la copine de Rouen, sur les financements. Ben, les financements des partis sont liés aux législatives, hein. Et les municipales coûtent plus de l'argent aux partis, surtout s'ils font moins de 5% qu'autre chose. Sinon, oui, dans les exemples intéressants qu'il pourrait regarder, c'est Romainville. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, si ce que j'ai bien compris, parce que j'ai eu une réunion avec le maire de Romainville et sa première adjointe. Au démarrage, il y a eu les partis étaient partis pour faire une liste ensemble et les citoyens étaient partis pour faire une liste à partidaire. Et puis au bout du bout, après le premier tour, ils ont fusionné. Et ce que ça donne, c'est que le maire, à ma connaissance, n'est membre d'aucun parti. Euh, donc ça, c'est voilà. Oui, sur autre chose, bon, moi j'ai été 13 ans élu, comme je l'ai dit. Ne soyons pas naïfs vis-à-vis des partis. Et je parle en connaissance de cause puisque je suis membre d'un parti. Ça veut dire qu'au début du processus, quand vous discutez dynamique citoyenne, y compris là où il y a des partis, même quand il n'y a pas de parti d'ailleurs, il faut programme, etc. Ça, tout va très bien se passer parce que ça intéresse tout le monde, les partis notamment, de récupérer des éléments de programme, des contacts dans les quartiers, etc. Ils sont même prêts à donner un, deux ou trois postes d'ouverture pour des citoyens. Donc, ça va, dès le début, il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur comment on choisit la liste et quelle répartition entre les différents partis, les citoyens, etc., en fonction des réalités des rapports de force locaux. Parce que si vous ne faites pas ça au début, les rapports vont beaucoup se tendre en fin de dynamique, évidemment, sur le choix des candidats, où les partis auront leurs propres intérêts, y compris des individus, qu'ils soient citoyens ou partidaires, auront leurs ambitions. Sinon, oui, par rapport à ce qu'a dit le copain de, je sais pas, oui, c'est le premier intervenant. Bon, ben, il y a quand même des choses qui se font aujourd'hui, il faut les pousser plus loin. Mais le budget participatif, les appels à projets qui ne sont pas sur la base d'un cahier des charges, mais sur la base des propositions des assos, les conseils de quartier, et pour aller plus loin, les AG de quartier, etc. Bon, ben, ça, c'est intéressant, mais en sachant aussi, comment ça menace aussi les citoyens, que moi, par exemple, j'ai animé un conseil de quartier dans un quartier vraiment quartier de la ville, quartier politique de la ville. Ben, assez rapidement, les membres du conseil de quartier citoyen, même à l'époque, tout le monde pouvait voter, y compris les migrants, et ben, ils deviennent des notables de quartier, hein. Donc, bon, malheureusement, la fréquentation d'un petit pouvoir provoque vite un intérêt pour y rester. Princey. Oui, moi, c'était pour réagir à la question d'Heidi, justement. Comment on priorise les scrutins? Alors, moi, je pense que pour répondre à cette question, potentiellement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif, pourquoi on s'intéresse à toutes ces échéances électorales, je crois que c'est parce qu'on a tous à cœur de garantir une transformation des quotidiens et dans tous les domaines de vie, du social à la santé, en passant par le travail. Et évidemment, pour assurer une transformation pleine et entière, ça suppose qu'on considère tous les échelons de l'échelon le plus local à l'échelon national. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément effectivement dissocier, mais plutôt voir comment on articule tout ça. Et dans ce cadre-là, et dans cette perspective-là,
Effectivement, je suis absolument d'accord pour dire que il faut bien avoir en tête que tous les territoires ne présentent pas les mêmes cartographies politiques. Enfin, on sait qu'il y en a des territoires plus locaux dans lesquels les partis sont pas particulièrement ancrés, où on a souvent des émergences plutôt de personnalités très ancrées historiquement dans les communes, les enfants du village ou les médecins de village qui finalement finissent par atterrir à des fonctions électorales, et distinguer ces territoires des territoires où effectivement on a à l'inverse des partis qui sont plus ancrés, plus structurants pour la vie politique. Si on se dit que les élections municipales peuvent être aussi à un moment donné un marchepied pour une dynamique sur les scrutins nationaux qui suivent tout de suite avec les présidentielles et législatives. Je rejoins un peu la préoccupation de se dire que dans un contexte où en plus l'extrême droite vraiment c'est dramatique, monte en puissance très fortement, soyons vigilants à ce que les démarches citoyennes ne soit pas à un moment donné quelque chose qui soit de nature à fragiliser dramatiquement pour les scrutins nationaux les dynamiques de gauche. Et ça fait un peu écho à ce qui était dit tout à l'heure. Effectivement, tout est une question de rapport de force, mais il y a un équilibre très délicat à trouver entre exister en tant que mouvement citoyen le plus fortement possible pour que les remontées des besoins soient prises en compte dans les programmes et projets de ville, mais en même temps veiller à ce que cette existence se fasse sans avoir des conséquences dramatiques sur les rapports de force gauche-droite. Donc c'est effectivement pas évident. Et je me dis, j'ai l'impression que la réponse pour trouver l'équilibre, le début de réponse en tout cas, peut être de se dire que l'enjeu c'est peut-être pas forcément de tout gagner d'un coup avec des listes, des équipes municipales qui sont renouvelées à 80% par exemple, mais que par contre on veille à effectivement cranter des choses qui vont nous permettre de transformer petit à petit les pratiques culturelles au sein de la politique, et ça à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle ultra-locale, puis à l'échelle de la circonscription avec les députés, enfin voilà. Donc oui, rapport de force, mais équilibre à trouver pour quand même préserver une force à gauche, ça me semble important. Pauline? Micro. Pauline. Ouais, pardon. Vous me voyez? Ouais, désolée. Merci beaucoup d'abord d'avoir organisé la soirée et d'avoir organisé ces échanges vraiment riches. Donc, Pauline, moi, je suis membre d'Ensemble et élue à Marseille. Je suis élue de secteur. Donc, j'ai participé à la campagne, évidemment, dont a parlé Renaud. J'avais juste un petit point de vigilance à apporter au débat qui, en fait, a déjà été évoqué par plusieurs personnes, mais c'est l'espèce aussi de fétichisation des citoyens. Parce qu'en fait, donc moi, j'interviens, enfin, je suis dans un groupe où il y a des citoyens, certains sont organisés dans des collectifs et d'autres ont été choisis donc par le biais d'une commission qui faisait les listes électorales. Et en fait, certains n'ont pour seul fait d'armes jusqu'au moment où ils ont été élus que de ne s'être jamais mobilisés collectivement, de n'avoir jamais participé à une association, de n'avoir jamais participé à un syndicat, et d'avoir fait la campagne de 2020 et d'avoir été élu du premier coup, quoi, pour le dire vite. Ce qui fait que ça pose quand même beaucoup de problèmes, parce que je suis tout à fait d'accord, il faut des modalités de contrôle des organisations politiques, et en particulier des organisations politiques principales, dominantes dans le champ politique à gauche. Mais la question aussi qui se pose, c'est qui contrôle les citoyens? Qui contrôle les citoyens une fois qu'ils sont élus? On a des élus citoyens là qui parfois racontent n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. N'importe quoi du point de vue politique, qui sont dans une bureaucratisation extrêmement forte, parce que justement, il n'y a aucun levier pour les contrôler, et qui aussi nourrissent une forme de loyauté très forte vis-à-vis des élus des organisations politiques qui peuvent les adouber ou pas pour la prochaine échéance électorale. Donc, il y a vraiment une nécessité de réfléchir aussi à ça. Qui contrôle les citoyens, et puis que représentent ces citoyens aussi? Est-ce qu'ils représentent leur position sociale uniquement?
parce qu'il y a beaucoup de citoyens aussi qui ne représentent qu'eux-mêmes d'une certaine façon, ou est-ce qu'ils font, voilà, ils représentent un mouvement social, un courant syndical, un mouvement associatif, etc. Voilà, donc c'est un peu l'étape d'après, mais en fait, si on n'y pense pas pendant la campagne, au moment où les gens sont élus, alors là, c'est fini hein, pour avoir vu comment ça se passe et voir justement l'engouement pour être réélu maintenant. C'est des personnes qui, par ailleurs, sont parfois en reconversion professionnelle et donc qui ont besoin d'être élues. Donc ça, voilà, ça génère une bureaucratisation parfois accélérée et qu'on peut regretter. Et Yann? Oui. Écoutez, j'aimerais rebondir sur ce que plusieurs camarades ont dit tout à l'heure. D'abord, tout de suite, ce que Pauline vient de dire, il faut vraiment faire attention de qui on parle et pourquoi. C'est-à-dire, pour moi, la construction des listes en général et des listes citoyennes a fortiori, c'est une question de programme. Qu'est-ce qu'on veut faire, pour quelles raisons on veut le faire? C'est autour de ça que ça se construit, hein. Et c'est pas parce que quelqu'un n'est pas encarté ou correspond à un autre critère, quoi, qu'on le met sur une liste. C'est vraiment quelque chose qui, je crois, qui a pas de sens politique et comme Pauline l'a dit, ça peut devenir carrément, comment dire, dangereux, quoi, hein, politiquement, à sabotage. Donc, des points programmatiques, Pierre en a rappelé deux, la vocabilité et le pouvoir des assemblées populaires, hein. Ça, c'est important. Il y en a d'autres, mais on ne va pas passer la soirée à ça. Et on verra bien, et je tiens tous les paris, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques établis qui se disent de gauche qui nous suivront sur ces points-là. C'est pas vrai. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il y a de l'autre côté, faut quand même aussi apprendre ce que d'autres ont fait. Je pense c'était le mandat avant, le mandat qui est en train de se terminer, dans la petite ville de Saillon, dans le sud de la France, dans la Drôme. Quand même une politique extrêmement courageuse a été menée par une liste citoyenne qui a eu une majorité, donc qui a pris vraiment le pouvoir dans la ville. Le résultat est extrêmement mitigé, quoi, hein. D'abord, ils ont fait beaucoup de choses que je soutiens, une fois de plus, à votre discussion à part. Et de l'autre côté, les élections après, ils ont perdu les élections. Ils ont gagné avant avec environ 50 voix de différence sur une ville sur un moribonde 1800 habitants. Et ils ont perdu avec un déficit, je veux dire, de 53, c'est-à-dire les frontières n'ont pas bougé. Pour une perspective citoyenne, c'est quand même assez inquiétant. Surtout, une fois de plus, ils ont fait vraiment du bon boulot, quoi. Et, franchement, ils sont investis. Dernier point, le regard sur d'autres élections. Alors là, je suis extrêmement prudent. D'abord, ça ne se discute pas selon les mêmes critères, parce que ce ne sont pas les mêmes programmes, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Et deuxièmement, je crois que c'est extrêmement tentant de se faire avaler par des appareils de parti, quoi, dans ces cas-là, hein. De dire, bon, bah, je sais pas, il faut une gauche. Qu'est-ce que ça veut dire une gauche dans une ville, surtout dans les petites villes? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question de programme. Pareil, je peux pas être de mauvais augure, quoi, hein, mais ça me semble quand même assez difficile d'avoir des candidatures uniques de gauche, aussi bien pour les présidentielles que pour l'Assemblée nationale, quoi, hein. Donc, je pense pas qu'on doit réfléchir, quoi, comme un stratège, je sais pas, d'un appareil politique, hein, pour aligner comme des perles sur les fils, quoi, hein, les municipales, toutes les autres élections jusqu'aux présidentielles, hein. Chaque truc a son temps, quoi, et on va reprendre parce que ce ne sont pas les mêmes discussions qui sont amenées, chaque chose bah, quand ça se présente, quoi. Ok. Jules Henry, et juste après, avant de passer aux autres, on verra si Jean-Claude va répondre à la question de Jean-Pierre. Du coup, Jules Henry, vas-y. Bonjour à tous et toutes. Donc moi, je parle au nom du comité de la 9e circonscription de Gironde, le comité NFP, citoyen.
Moi, je suis assez d'accord avec Heidi sur la question de l'objectif. Nous, en fait, on veut pas avoir une municipalité hein, sur notre territoire. On a plutôt des petites communes qui sont, on ne sait pas toujours s'ils sont à gauche ou s'ils sont pas à gauche. C'est pas très clair. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de cultiver ou de renforcer l'unité à gauche. Et effectivement, il nous semble aussi que la dynamique citoyenne, c'est aussi la meilleure façon de lutter contre le repli sur soi, contre les dérives autoritaires, enfin tout ce on connaît aujourd'hui, et lutter contre le RN d'une façon très, très forte. Donc ça nous paraît être important aussi de travailler avec les citoyens en tout cas les habitants, on va dire, autour de quelque chose aussi qui est un cadrage. Je rejoins assez bien Yann là sur cette idée. Il faut quand même, il y a des valeurs quand même. On ne peut pas partir effectivement, comme l'a dit un peu Princi, ou non, je ne sais plus qui c'est qui a parlé tout à l'heure sur Marseille, mais effectivement, les citoyens qui viennent avec nous, avec qui on travaille, ils savent aussi quand même qu'on est dans le cadre, un peu dans une démarche de localisation du contrat de législature NFP, quoi. Donc voilà, on essaie de coproduire quelque chose avec eux qui va être un élément qui va les mobiliser au moment des municipales, mais pas que, hein, des perspectives. Et effectivement, l'idée de l'Assemblée citoyenne, c'est aussi pour produire peut-être je ne sais pas si c'est un contrôle oui, mais ça ressemble quand même à ça, des élus. C'est-à-dire que la probité des élus, elle remonte beaucoup hein, dans ce qu'on entend remonter du désengagement du citoyen vers la politique. Et pour refaire du lien, il nous semble que ça, c'est un bon moyen. Alors c'est vrai que nous, on est preneurs là de ce qu'on vient d'entendre là, des expériences, parce que c'est pas tant qu'on va reproduire les expériences des autres, mais elles nous inspirent, je crois, ou elles inspireront, et puis les assemblées locales, elles vont réussir à faire leur chemin avec toute cette matière. Nous, on essaie de travailler, on travaille sur la Gironde, on a la chance d'avoir une chercheuse qui travaille, Magali Della Souda, sur les doléances et surtout le mouvement des Gilets jaunes. Donc on a une dynamique, on est en train de réfléchir, on a préparé au nom du comité citoyen NFP une lettre aux élus pour animer des débats ou de restituer un peu les doléances sur les communes qui le souhaitent, qui voudraient s'en emparer et en même temps commencer à discuter avec ses habitants pour peut-être leur dire quelles sont les doléances aujourd'hui et amorcer peut-être un début de programmation locale à la fois des attentes, mais dans un cadre qui est celui du contrat de législature. Enfin, je dis, c'est pas le contrat de législature, mais c'est quand même l'axe du programme sur lequel on va peut-être un peu travailler le 21 ensemble bientôt. J'ai retenu les enquêtes hein, parce que j'ai déjà entendu ça. Je participe moi à un groupe sur Gradignan, à côté de Bordeaux. Là, je rentre dans des ateliers constituants. Là, ça me parle aussi. Je trouve qu'il y a des outils qui peuvent nous encourager à amener à la fois à cultiver l'union à gauche et à la fois à trouver des implications pour que les citoyens refassent du lien avec le politique. Je crois que c'est la meilleure façon de lutter contre ce repli sur soi et voilà, tout ce qu'on ne veut pas qui nous arrive prochainement, quoi. Voilà, j'ai dit. Jean-Claude, du coup, tu veux répondre à Jean-Pierre? Oui, oui, je vais essayer de répondre à Jean-Pierre. Après, peut-être, je ne sais pas si on va rester encore 1 heure. Peut-être il y a des personnes qui sont parties. Alors, pour répondre à Jean-Pierre, comment dire, les deux processus, la mise en place d'un collectif du nouveau Front populaire et la mise en place d'une mobilisation citoyenne plus limitée au moment des municipales de 2020, ces deux processus sont quelque part à la fois combinés et en même temps différents. Comment dire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que
dans cette ville, Ivry-sur-Seine, même s'il y a une très longue tradition communiste, le maire communiste actuel n'est pas tout à fait sur les positions de Roussel, hein, je veux quand même le préciser. S'il y a une très longue tradition, il y a une culture de la citoyenneté et de la dimension populaire qui est forte et qui a été alimentée à plusieurs reprises. Si bien que il y avait en 2020 ce que j'ai appelé tout à l'heure des autodésignations et des petites élections par quartier pour alimenter la possibilité d'un tiers de la liste, une vingtaine de personnes. Bon. Et en même temps, il y a eu ça. Et au moment de juillet 2024, le collectif du Nouveau Front Populaire a été impulsé par des militantes dans une école, des militantes du travail des jeunes sans toit, des militantes du réseau RESF qui ont lancé quelque chose dans une école, qui a fait boule de neige et qui s'est développé avec le soutien des partis politiques, de la mairie, etc. Et il y avait 350 personnes inscrites sur une liste WhatsApp à un moment donné, un peu moins maintenant, toujours 300 à peu près. Et nous sommes en train d'essayer de connecter les deux choses, hein. Bon, voilà où on en est, ce qui est un peu délicat, parce que c'est pas tout à fait les mêmes personnes, et bon, il y en a qui sont les mêmes, hein, beaucoup même, mais c'est pas tout à fait quand même la même origine, et c'est un peu compliqué. Pour terminer, je dirais que moi, je pense qu'on a besoin des partis politiques. On a à la fois besoin de l'émancipation citoyenne, populaire, et en même temps, la forme parti, le mouvement politique est également nécessaire. Il faut qu'il y ait un lien entre les deux, hein, pour bouleverser la vie politique et en même temps permettre la mobilisation citoyenne. Il faut que les deux soient s'il y a un nouveau Front populaire, c'est grâce aux partis politiques et en même temps, c'est à cause des partis politiques qu'on est très déçus. Et donc, qu'on a fait qu'on a essayé de coordonner les collectifs du nouveau Front populaire. Donc, on est dans une situation compliquée, mais bon, j'espère qu'on va y arriver quand même. Merci. Juste avant de donner la parole à Marielle et Sylvie, est-ce qu'on peut se dire qu'il est presque 21 h et qu'on ne va pas tarder? Donc, si des personnes souhaitent prendre la parole, c'est maintenant et après on arrête. Du coup, Marielle, vas-y. Alors, moi, je voudrais parler d'une taille de ville ou plutôt de bourg qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent. Enfin, au départ, donc là, je suis en Bretagne, à Erquy, c'est un bourg de 4000 habitants. Au départ, je viens de la région parisienne où j'ai été élue FO et TSP. Et puis ensuite, j'ai fini à la CGT. Donc, on a eu notre première réunion en unité municipale vendredi dernier, donc NFP. Et je dirais que la problématique dans un petit bourg, c'est pas tout à fait comme dans une grande ville ou une ville moyenne. Bon, la question des partis politiques se pose pas vraiment. Enfin, même s'il y a des tendances, enfin si, on sait, hein, la mairie actuelle est tendance macroniste, même si elle a avancé cachée au cours des dernières élections. Avant, c'était une mairie de droite. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un seul élu de gauche qui va avoir 80 ans l'année prochaine. Donc, lui, ce qu'il souhaite, c'est passer la main. Donc, en fait, ce que l'on souhaiterait, c'est un peu mutualiser le programme. On parle du programme du NFP, mais est-ce que ça s'applique au niveau d'une commune? Ça, c'est la première chose.
Erquy, c'est une ville littorale, donc il y a des problématiques un peu particulières. Enfin, je dirais que ça ressemble un peu à Paris. Enfin, sauf à Paris, si, il y a aussi beaucoup de résidences secondaires. Donc, et puis on a un problème aussi d'âge de la population. Et donc, voilà. Donc, en fait, on est à la recherche, enfin, moi, enfin, l'idée a été évoquée, mais c'est moi qui la reprends, de programmes qui seraient déjà un petit peu dessinés. Et ensuite, je dirais, on le mettrait à la sauce de notre commune. T'as terminé, Voilà, j'ai Maria? parlé. Eh ben, Sylvie, du coup. Oui, bonsoir. Oui, en fait, moi, je suis sur deux départements. Actuellement, je suis dans le Val-de-Marne et je vais parler un peu du Val-de-Marne, enfin du Val-de-Marne, de Vitry plus exactement, et surtout de la Nièvre, en fait. Dans la Nièvre, on a fait notre première réunion NFP au mois de décembre. Alors, il y avait pas mal les plus gros partis faisant partie du NFP, PS, PC, Europe Écologie Les Verts et LFI qui est maintenu par le POI à la Charité-sur-Loire. Ils sont. Voilà, donc on a fait cette réunion. A été acté en fait, comment dire, un travail sur la santé dans la Nièvre. Il y a d'énormes problèmes sur l'accueil au niveau dans les hôpitaux et puis pour trouver un médecin. Voilà, donc a été acté ce travail-là. Euh, Ensuite, au cours de la réunion, en fait, était bon, chacun pour les élections municipales a souhaité faire son petit travail, son petit truc dans son coin. Voilà. Et là, au mois de mai, apparemment, il y a eu une réunion pour Nevers, hein, je parle. Il y a eu une réunion où Wilfried Séjot, enfin écologiste, a été élu par les membres de l'association Demain Nevers. Alors, en fait, l'union a été rétablie. L'union, donc un rassemblement qui comprend les communistes, le PS, Europe Écologie Les Verts et des citoyens non encartés. Alors, par contre, bon, j'ai pas eu l'occasion de reprendre contact avec les camarades de Nevers, les camarades de l'après et d'ensemble qui sont aussi d'ensemble. Mais voilà, je n'apparais pas l'après dans ce, comment dire, cette union. Voilà. Donc, je vous ai peut-être pas dit que depuis comment dire, LFI s'était retiré du NFP sur la Nièvre. Ils veulent plus en entendre parler. Voilà. Alors, je parle un peu de Vitry, là où je suis actuellement. En fait, c'est un peu compliqué à Vitry. On a deux partis communistes. Le maire actuel sortant, Pierre Belloc. Et là, on a une autre. Il va y avoir vraisemblablement trois listes de gauche. Il va y avoir La Fabrique avec pas mal de personnes d'Europe Écologie Les Verts et des citoyens. Il va y avoir Pierre Belloc qui va se présenter aussi avec le PS et certains d'Europe Écologie Les Verts parce qu'ils sont ça va pas très bien tout ce joli petit monde. Et la liste alternative communiste, voilà, qui est en ce moment en campagne pour les élections municipales. Et voilà, où il y a de belles initiatives qui sont en cours. Voilà, donc voilà un peu tout ce que je voulais dire. Merci. Du coup, je pense que Jean-Claude va conclure. Je voulais juste vous dire un truc pour ceux qui restent avant que vous partiez. S'il y a des personnes ici qui sont arrivées via un autre moyen que le réseau des collectifs, que vous avez un collectif et que vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et je laisse la parole à Jean-Claude pour conclure ça.
Oui, bah, politiquement, je ne compte plus sur rien, mais je remercie Pierre Sauvêtre d'être venu nous éclairer sur ses travaux, hein. C'était très intéressant. Malheureusement, on aurait souhaité peut-être que tu nous en dises plus. Peut-être que c'est une idée qu'on pourrait éventuellement se creuser un peu plus. Euh, je ne sais pas si tu nous as appris des choses. Je ne sais pas si la discussion t'a donné aussi quelques idées. La réunion, donc, elle est enregistrée et grâce à l'intelligence artificielle, on va même pouvoir la mettre par écrit, mais il faudra tout réécrire parce que l'intelligence artificielle n'est pas très intelligente. Et la seule chose qui est intéressante, c'est que ça permet de ne pas oublier des petites choses. Comme ça a été dit, cette réunion a été faite à l'initiative du réseau national des collectifs du Nouveau Front Populaire, qui organise le 21 juin une nouvelle réunion nationale. Et cette fois-ci, les objectifs sont des objectifs nationaux, de créer un mouvement populaire national, hein, unitaire, pour surmonter la cacophonie ambiante qui pourrait même être très dangereuse. Et on se fixe également l'objectif d'une grande initiative à l'automne avec les partis. Hein. On invite les partis à venir. Ceux qui veulent venir viennent, ceux qui veulent pas venir ne viennent pas. Bon. Mais il faudra tout le monde pour gagner, je Et crois. il y a le 2 juillet aussi. Ah, il y a le 2 juillet, l'initiative autour de Lucie Castet, absolument, qui appelle très clairement aussi à la mobilisation de la société civile, comme elle dit. Euh, Elle est en lien aussi avec les victoires populaires, une autre forme de mobilisation citoyenne. Elle est un peu en lien avec les collectifs du Nouveau Front Populaire. Peut-être que ce serait mieux qu'elle soit plus, mais elle est également en lien avec les partis politiques. Et peut-être que c'est un bon trait d'union. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci à Pierre et à tous les intervenants. Bonne soirée, merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.